Un séisme record a secoué la caldeira des champs flégréens. Une tornade a réduit des villes brésiliennes en ruine. Des inondations anormales ont frappé la région de Tiumen en Russie. La sécheresse a entraîné l'arrêt de centrales nucléaires en Europe. L'ampleur et les conséquences de ces événements climatiques, ainsi que d'autres survenus la semaine dernière, dans la suite de cette édition. Et aussi comment le séisme majeur de magnitude 7,1 au Japon a non seulement détruit des maisons, mais a également fait tomber le masque des fondements sociaux. Europe. Depuis le début de l'année, de nombreux pays européens sont en proie à une sécheresse prolongée. Une série de vagues de chaleur anormales accentue l'évaporation, ce qui fait que le niveau de l'eau dans les rivières et les lacs de la région continue de baisser rapidement. Le lac de Brenner, situé à la frontière entre la Suisse et la France, a perdu plus de 90% de son volume en quelques semaines seulement. Les services environnementaux et des bénévoles, afin de sauver les poissons en péril, les ont extraits des zones d'eau peu profondes restantes. Là où les touristes naviguaient autrefois en bateau à travers des canyons pittoresques, il ne reste aujourd'hui qu'une étroite bande d'eau brune. Une situation critique se développe également sur les grands fleuves d'Europe. Aux Pays-Bas, en juillet, le débit du Rhin est tombé pour la première fois dans l'histoire des relevés en dessous de 767 mètres cubes par seconde. Dans la majeure partie du pays, des restrictions sur le prélèvement d'eau ont été introduites et les agriculteurs sont confrontés à des interdictions d'irrigation. En raison de l'assèchement du fleuve, le flux d'eau douce à son embouchure s'affaiblit et ne peut plus contenir la mer. Par conséquent, l'eau salée pénètre de plus en plus loin dans le lit du fleuve, menaçant les écosystèmes et l'agriculture. Le Danube, l'une des principales artères fluviales d'Europe, a lui aussi atteint un niveau historiquement bas. Son assèchement record a déjà touché tous les pays situés le long du cours du fleuve. La navigation est limitée, les itinéraires des navires de croisière sont modifiés et le transport de céréales, de charbon et de carburant devient nettement plus complexe et coûteux. Dans le nord de la Serbie, près de la ville de Novi Sad, des dizaines de navires de charge et des centaines de bateaux se sont retrouvés sur la rive asséchée. Dans l'est du pays, les coques rouillées de navires allemands datant de la Seconde Guerre mondiale, habituellement cachés sous l'eau, ont refait surface. En raison de la réduction du chenal de navigation, passé de 180 à 100 mètres, les barges sont contraintes de ne transporter qu'un quart de leur capacité de chargement maximale. La sécheresse a également frappé le secteur de l'énergie. En raison de la baisse critique du niveau de l'eau, des problèmes de refroidissement des réacteurs des centrales nucléaires sont apparus. En Roumanie, la seule centrale nucléaire du pays, Cernavoda, a été arrêtée pour la première fois depuis sa mise en service. Sur fond de pénurie d'électricité, la deuxième ville du pays, Iasi, coupe l'éclairage public la nuit, ne le conservant qu'aux abords des hôpitaux, sur les passages piétons et dans les principales zones touristiques. En Hongrie, la seule centrale nucléaire du pays, Pax, fonctionne à moins de la moitié de sa puissance. En cas de baisse supplémentaire du niveau du Danube, les spécialistes n'excluent pas un arrêt complet de la centrale. À Budapest, le niveau de l'eau est descendu à 23 cm et certains bras de l'affluent Sugovica, près de la ville de Baja, sont presque à sec. En Bulgarie, 186 touristes ont dû être évacués d'un navire de croisière après que celui-ci s'est échoué et que les réserves de nourriture et d'eau à bord ont été épuisées. Au Royaume-Uni, une grande partie du pays a également été confrontée à la sécheresse. La 4e vague de chaleur de l'été a apporté des températures atteignant 35 degrés Celsius. En juillet, il est tombé en moyenne environ 7% des précipitations mensuelles normales dans le pays et environ 1% dans le sud. Plus de 20 millions de personnes sont déjà confrontées à des restrictions de consommation d'eau et les agriculteurs signalent une baisse des rendements. Certaines cultures ont même dû être récoltées plus tôt. En raison de la mauvaise croissance de l'herbe, il faut utiliser le fourrage d'hiver pour le bétail. Japon. Le 28 juillet, la préfecture de Kumamoto, sur l'île japonaise de Kyushu, a été secouée par un puissant séisme de magnitude 7,1. L'épicentre se situait à environ 10 km de profondeur. C'est pourquoi les secousses ont été ressenties sur une vaste zone, allant de la partie nord de l'île de Kyushu jusqu'à la région de Hokuriku. Par ailleurs, l'intensité sismique a atteint par endroits le niveau 7, soit la valeur maximale sur l'échelle de l'agence météorologique japonaise. Le séisme s'est produit pendant les heures de travail, alors que des clients et des employés se trouvaient dans les magasins, les bureaux et les centres commerciaux. Les gens se sont précipités dehors et se sont rassemblés sur les parkings, dans les espaces ouverts et sur d'autres zones éloignées des bâtiments.
Presque immédiatement après la secousse principale, une série intense de répliques a commencé, dont beaucoup se sont produites à une profondeur d'environ 10 km également, ou pratiquement à la surface. Au cours des 3 premières heures et demie, 61 répliques sismiques perceptibles ont été enregistrées. Beaucoup de gens avaient peur de retourner chez eux, même si, de l'extérieur, les bâtiments semblaient relativement intacts. Certains ont préféré passer la nuit dans leur voiture. À Kumamoto, un centre d'évacuation spécial a été organisé pour les étrangers, où des informations sur le séisme, les répliques et les consignes de sécurité étaient fournies en 4 langues. Au soir du 2 août, on comptait encore près de 8500 personnes qui se trouvaient, hélas, toujours dans les 206 centres d'évacuation, qui avaient été ouverts en urgence dans 21 villes et villages de la région. Une épreuve supplémentaire pour les habitants a été la forte chaleur qui régnait déjà la veille et qui n'a pas faibli après le séisme. Dans la ville de Kumamoto, du 28 juillet jusqu'à la fin du mois, la température diurne était supérieure à 35 degrés Celsius. Et la nuit, l'air ne se rafraîchissait qu'à 26 ou 28 degrés, si bien que les gens n'avaient pratiquement aucun répit face à la chaleur. L'une des victimes indirectes probables de l'événement sismique est une femme de plus de 70 ans, qui, après avoir été évacuée, a passé la nuit dans une voiture et est vraisemblablement décédée d'un coup de chaleur. L'un des épisodes les plus tragiques a été l'explosion dans le centre commercial Aion Mall Kumamoto, situé dans la commune de Koshima. Une employée de 22 ans, qui travaillait dans un magasin au 2e étage, était sortie saine et sauve et se trouvait sur le parking. Cependant, malgré les répliques sismiques qui se poursuivaient, elle a décidé avec un collègue de retourner dans le bâtiment, car elle avait reçu l'ordre de sa direction de mettre la recette de la journée dans le coffre-fort. Des proches qui ont croisé la jeune femme par hasard près du centre commercial ont tenté de l'arrêter, mais elle a expliqué qu'elle était tenue de suivre les instructions de sa hiérarchie. Quelques minutes après que les jeunes femmes soient entrées dans le bâtiment, une explosion a retenti. Une partie de la structure s'est effondrée. Les corps des 2 employés ont été retrouvés le lendemain devant le local du magasin où elles travaillaient. Selon les premières hypothèses, les secousses auraient pu endommager une conduite de gaz ou un raccordement à l'intérieur du centre commercial, et l'explosion aurait été causée par une fuite de gaz liquéfié. Au total, 7 personnes ont péri dans l'explosion. Il convient de noter que ce bâtiment était considéré comme un site pouvant servir, en cas de catastrophe naturelle, à fournir de l'aide à la population et à l'héberger temporairement. Des destructions importantes ont également eu lieu sur le site de l'usine de papier Nippon Paper Industries, dans la ville de Yatsushiro. Le séisme a endommagé les installations de production et a notamment provoqué l'effondrement d'une haute cheminée. Un nombre important de victimes a été découvert sur le site de l'entreprise. Au matin du 2 août, au moins 36 décès avaient été confirmés dans la préfecture de Kumamoto. À la suite de l'activité sismique, plus de 4200 bâtiments résidentiels ont été endommagés et 181 ont été entièrement détruits. Les réseaux de services publics ont été gravement touchés. Plus de 46 500 foyers dans 5 municipalités se sont retrouvés sans approvisionnement en eau centralisée. Les habitants ont dû s'approvisionner en eau potable auprès de points de distribution spéciaux. À Yatsushiro, en raison de dommages au gazoduc, l'approvisionnement en gaz a été interrompu pour environ 9000 consommateurs. Le séisme a endommagé les routes et entravé le travail des services d'urgence, et une interdiction totale de circulation a été imposée sur 8 tronçons dans la préfecture. Les conséquences ont également touché les infrastructures côtières. Des dommages ont été constatés dans près d'un tiers des ports de pêche de Kumamoto. Les brise-lames, les installations portuaires, les routes d'accès et les installations utilisées pour la culture des algues nori ont été endommagées. Une partie des destructions se trouvait sous l'eau ou dans des zones difficiles d'accès. C'est pourquoi l'ampleur finale des dégâts reste encore à évaluer. L'Italie. Le 31 juillet, le séisme le plus puissant depuis le début des observations instrumentales continues dans la région s'est produit dans la caldeira du supervolcan des Champs Flégréens. Sa magnitude était de 4,7. L'épicentre se situait près de la ville de Puzzol et l'hypocentre se trouvait à une profondeur d'environ 3 km. Les secousses ont été ressenties dans tout Naples et ses banlieues, ainsi que sur les îles d'Ischia et de Procida. Le séisme a poussé les habitants à se précipiter dans les rues en panique. Dans de nombreux bâtiments de Puzzol, du plâtre et des éléments de façade se sont détachés, tombant sur les voitures garées. Dans certaines maisons, les portes se sont bloquées, laissant les habitants prisonniers à l'intérieur.
Plusieurs bâtiments non résidentiels se sont effondrés. Plus de 300 personnes ont été évacuées dans la ville. Le séisme a provoqué l'effondrement de pentes de tuf. Des débris rocheux se sont écroulés et ont écrasé plusieurs voitures. Dans l'une d'elles se trouvait un couple qui a miraculeusement survécu. Le port de Budzel a été temporairement fermé. Plus de 40 liaisons quotidiennes ont été annulées, y compris les ferries et les navires à grande vitesse. Les secousses sismiques ont provoqué de profondes fissures sur les voies d'accès au quai, ce qui a remis en question la sécurité et la stabilité de l'infrastructure portuaire. À Naples, par mesure de précaution, les autorités locales ont temporairement suspendu le fonctionnement du métro et la circulation des trains, y compris les lignes à grande vitesse. Dans la ville, un pylône à haute tension a été endommagé, ce qui a entraîné des coupures d'électricité pour environ 100 000 consommateurs. Selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, environ 170 répliques ont été enregistrées après la secousse principale, dont environ 15 avaient une magnitude supérieure à 2. De très nombreux habitants ont préféré passer la nuit entière dehors ou bien dans leur voiture, craignant réellement de rentrer chez eux. À la suite de ce séisme, on dénombre au moins 26 personnes blessées, dont 2 se trouvent malheureusement dans un état grave. Russie. Le 31 juillet, après une période de chaleur anormale, une violente tempête accompagnée de grêle s'est abattue sur la région de Tcheliabinsk. Certains grêlons atteignaient la taille d'un œuf de poule. Les habitants ont signalé des toits, des voitures et des serres endommagées. Le même jour, une grêle tout aussi importante s'est abattue sur la région de Kourgan. Les habitants du village de Bolchoï-Berkout, dans le district de Dalnatovo, ont également filmé une tornade, un phénomène rare dans cette région qui est passé à proximité des habitations. Le 1er août, des pluies anormales se sont abattues sur la région de Sverdlovsk. Dans la ville de Severoalask, il est tombé 87 mm de pluie, ce qui a dépassé la normale mensuelle d'août. Le district de Tyumen connaît une montée des eaux sans précédent sur 2 rivières à la fois, la Toura et la Pishma. Des dizaines de localités se sont retrouvées dans la zone inondée. Et le 28 juillet, l'état d'urgence a été déclaré. Habituellement, après la crue printanière, le niveau de l'eau dans les rivières baisse progressivement. Mais cette fois, c'est l'inverse qui s'est produit. En raison d'un mois de juin record en termes de précipitations et des averses incessantes de juillet, le sol s'est complètement gorgé d'eau et a cessé de l'absorber. D'ailleurs, une situation similaire s'est produite dans les régions voisines, sur pratiquement tout le bassin de la rivière Toura. En conséquence, le niveau de l'eau a commencé à monter rapidement et au 2 août, il a atteint 8,96 mètres, dépassant de 46 cm le seuil critique de phénomènes hydrologiques dangereux. C'est ainsi qu'une inondation estivale record s'est formée, du jamais vu dans la région. L'eau a débordé du lit majeur de la rivière et a inondé les zones habitées. Les pluies anormales et les inondations dans la région de Tyumen ont également entraîné une forte dégradation de la qualité de l'eau acheminée vers le réseau de distribution de Tyumen depuis la rivière Toura. Les habitants se sont plaints d'une odeur et d'une couleur désagréable de l'eau, ce qui a rendu impossible de prendre une douche, de faire la vaisselle ou de laver le linge normalement. La société Rosvodokanal Tyumen a déclaré n'avoir jamais été confrontée à une telle pollution au cours de toute l'histoire de ses stations d'épuration. Dans toute la ville, une forte odeur de poissons morts se faisait sentir, non seulement près des rives de la Toura, mais aussi dans les quartiers éloignés. Selon l'hydrologue, il faudra des mois à la rivière pour se nettoyer des engrais, des déchets et des fosses septiques provenant des zones urbaines qui ont été emportés par les courants d'eau. D'après son estimation, la Toura ne pourra se rétablir complètement qu'après l'hiver et la prochaine crue printanière, qui emportera les résidus de polluants. Brésil. Au cours de la première moitié de la semaine, des pluies torrentielles, de la grêle, des vents violents, des inondations soudaines et des glissements de terrain ont touché au moins 128 municipalités dans tout l'état du Rio Grande do Sul. Dans la soirée du 28 juillet, dans le nord-ouest de l'État, une supercellule a engendré une tornade dévastatrice qui a fait au moins 7 blessés et laissé des dizaines de familles sans abri. La vitesse du vent à l'intérieur du vortex, selon les estimations des météorologues, aurait pu atteindre 300 km/h. Les intempéries ont violemment traversé 3 municipalités, laissant derrière elles un paysage désolé, comparable à une véritable zone de guerre. Des maisons entièrement détruites, des arbres déracinés, des poteaux renversés et des voitures endommagées.
Dans le quartier de Rincão dos Ribeiro, dans la municipalité de Diroa, la tornade a détruit plusieurs maisons. Les pompiers ont extrait des personnes des décombres. 4 personnes ont été blessées lors de cet incident survenu récemment. La tornade a provoqué une coupure de courant massive et a bloqué les routes avec des débris et des arbres abattus. Il convient de noter que, selon les statistiques, depuis le début de l'année 2026 jusqu'en juillet inclus, 81 cas de tornades ont été enregistrés au Brésil. La saison actuelle pourrait battre le record de l'année dernière de 92 tornades, car le pic de la saison est encore à venir. Les destructions les plus importantes causées par la grêle, qui accompagnait les tempêtes, ont été enregistrées dans la ville de Santo Antônio das Missões, où environ 400 bâtiments résidentiels ont été endommagés. Dans la municipalité d'Ubirata, jusqu'à 80% des maisons ont été détruites par la grêle. Dans la ville d'Osório, des entreprises commerciales, des bâtiments publics et 350 maisons ont été endommagées par des vents violents. Une personne a été blessée par un toit arraché. Les crues des rivières Jacuí et Taquari ont entraîné l'isolement de localités, ainsi que la destruction de ponts et de routes. Dès le lendemain, le 29 juillet, un puissant front froid a atteint les États du sud-est, apportant avec lui des rafales de vent destructrices, atteignant presque 125 km/h. La tempête a été précédée par une forte chaleur. Dans la ville de Rio de Janeiro, la température est montée jusqu'à 35,8 degrés Celsius, et dans la ville de Santos, dans l'état de Sao Paulo, jusqu'à 35,2 degrés. À l'aéroport de Congonhas à São Paulo, de nombreux vols ont été annulés. À Rio de Janeiro, en raison d'une coupure de courant, le métro et les trains de banlieue se sont arrêtés. Le pont Rio-Niterói a été temporairement fermé et l'aéroport Santos Dumont a complètement suspendu ses vols. Plus de 2 millions de consommateurs se sont retrouvés sans électricité dans les États de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. Les intempéries ont abattu des centaines d'arbres, arraché des toits et fait s'effondrer des murs, perturbant les activités du plus grand port d'Amérique latine, à Santos, et paralysant les traversées par ferry. Au large de la ville de São Sebastião, dans l'état de Sao Paulo, un bateau de pêche s'est retourné, entraînant la mort d'une personne. Heureusement, 4 membres de l'équipage ont pu être sauvés. Au total, la tempête a coûté la vie à 5 personnes. L'histoire des employés d'un centre commercial dans la préfecture japonaise de Kumamoto nous pousse à réfléchir non seulement aux erreurs fatales commises dans cette situation précise, mais aussi à la place qu'occupe la vie humaine dans la société moderne. Si toutes les décisions étaient fondées sur le principe que la vie humaine est la valeur suprême, les événements se seraient déroulés différemment à chaque étape. Il ne serait pas venu à l'esprit de la direction d'envoyer des employés dans un bâtiment potentiellement dangereux pour préserver le chiffre d'affaires. Les jeunes femmes elles-mêmes ne se seraient pas senties obligées de risquer leur vie par devoir professionnel ou par peur de perdre leur emploi. Et les services responsables auraient assuré un contrôle strict et n'auraient pas permis aux gens de retourner dans un bâtiment dont l'état, après le séisme, pouvait représenter une menace. Dans cette situation, seuls les proches de la jeune femme ont fait preuve de bon sens en essayant de l'arrêter. En situation d'urgence, les biens matériels, les obligations professionnelles et les ordres de la direction ne peuvent être placés au-dessus de la vie humaine. En présence de la moindre menace, il est impératif de renoncer à toute action susceptible d'exposer une personne à un risque, peu importe qui exige son exécution. Cela étant, la responsabilité de la sécurité ne repose pas uniquement sur les dirigeants et les services d'urgence, mais aussi sur l'individu lui-même. Chacun doit connaître les règles de base de comportement en cas d'urgence, savoir évaluer le danger et prendre des décisions autonomes si les instructions des personnes environnantes contredisent les exigences de sécurité. Dans un moment critique, refuser d'entrer dans un bâtiment endommagé ou d'exécuter un ordre dangereux n'est pas une violation de la discipline, mais une mesure nécessaire pour préserver la vie. L'argent, les biens et autres valeurs matérielles peuvent être restaurés, gagnés ou créés à nouveau. La seule chose qu'il est impossible de récupérer, c'est la vie humaine.